Bonjour, et ben ça va être la suite de la présentation la présentation de Guillaume, mais en utilisation de l'IA. Donc je vais vous parler de vibe coding. Alors je vais utiliser GitHub Copilot principalement, mais tout ce que je vais vous dire va s'appliquer à tous les outils de dev, à tous les outils d'IA pour les développeurs. Je suis Tugdual Graal, donc les gens m'appellent Tug la plupart du temps, et je suis Solution Engineer chez GitHub depuis presque 5 ans maintenant. Et mon métier, c'est d'aider les gens à utiliser ou à adopter GitHub en tant que plateforme. Et c'est vrai que depuis un certain temps, je passe énormément de temps autour de GitHub Copilot. Et là, j'espère que, vous allez découvrir des choses, ça va vous donner envie d'aller plus loin sur ce que vous faites avec l'IA. En tant qu'utilisateur, consommateur, là je ne parle pas de construire des applications ou d'assembler des applications. Et on va parler de vibe coding. Et en fait, comme tout ce qui est dans l'IA, tout est assez récent. Et en fait, le terme vibe coding est arrivé par Andrzej Karpathy, qui est un des fondateurs d'OpenAI d'ailleurs, qui en février 2025 a dit là je commence à coder, et la façon dont je code, c'est que je laisse l'IA travailler. Je regarde à peine le code, ou je fais presque comme si j'ignorais que le code existe. D'ailleurs, il y a un blog post, je crois que tu as publié un blog post il n'y a pas très longtemps, Guillaume a publié un petit blog post où il crée une extension Chrome en vibe coding. Et j'ai bien aimé le petit commentaire, j'ai pas pu m'empêcher de regarder le code. Mais sur le principe, on pourrait dans certains cas ne pas regarder le code. On reste des développeurs, et ça c'est important. Par contre, c'est important dans notre métier de développeur de s'intéresser à l'IA. Qui utilise l'IA pour coder aujourd'hui ? C'est bon, on va dire un peu plus que la moitié. Ceux qui ne le font pas encore et qui ne sont pas bloqués par leur entreprise, parce qu'après il y a une partie où on peut être bloqué dans le contexte d'une entreprise, il faut absolument s'y mettre. C'est plus est-ce que ça marche pas, il faut absolument s'y mettre. Parce que les gens qui vont coder sans l'IA seront nécessairement plus lents, moins bons que les gens qui vont coder avec l'IA. À un niveau de compétence équivalente. C'est-à-dire que Guillaume est un meilleur développeur que moi. S'il code avec l'IA, il sera bien meilleur que moi, il restera meilleur. Par contre, quelqu'un qui a mon niveau, qui est un développeur moyen, qui développe sans l'IA, sera moins efficace que moi. Ça, j'en suis certain. Et je vais essayer de vous le montrer vraiment en mode vibe coding, donc qui est, on va laisser l'IA travailler le plus possible. Et on va on va faire quelque chose de fun, très simple, et aller vers le milieu professionnel ou comment on va utiliser ça aujourd'hui ou demain dans le contexte d'une entreprise. Et il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc le côté YOLO, je laisse bosser, je laisse faire, je vais le plus vite possible et j'essaye de m'appuyer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça doit aller vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite un résultat et c'est quand même assez satisfaisant. Et l'autre partie aussi, c'est qu'on peut apprendre énormément de choses comme ça. Moi, je déteste le front. Je vais vous montrer que du front. Ça m'a permis d'apprendre un petit peu. Donc, c'est aussi une façon d'apprendre à développer, notamment si on a une expérience dans un langage, un framework autre. Les compétences qu'on a acquises en Java backend peuvent être repassées sur du front en TypeScript sur certaines parties. Passer sur du vibe coding qu'on va essayer de structurer en organisant des choses pour que ça soit plus efficace en maintenance, en relecture et en travail, pour à la fin, on écrit des specs. À partir des specs, on fait un plan. À partir du plan, on fait une implémentation. Et on va faire de l'itération. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus déjà. Toute cette partie-là, je ne sais pas comment vous travaillez dans vos entreprises, mais tout le prototyping maintenant est fait comme ça. Et je vais vous montrer également sur du code existant. Comment on ajoute des fonctionnalités, comment on corrige du bug, comment on demande à une IA de travailler sur des fonctionnalités en parallèle des tâches que je vais faire au quotidien. Je pense que vous ne passez pas, en considérant qu'on est tous développeurs ou développeuses dans la salle, on n'arrive pas à passer 8 heures par jour sans son IDE. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est une exception. Si vous n'y arrivez pas, grâce à l'IA, vous allez pouvoir travailler en parallèle sur plusieurs tâches et donc coder plus qu'auparavant. Et c'est parti. Donc, je vais commencer vraiment en mode, on va se concentrer sur le résultat. Je vais partir en démo. Et pour ceux qui me connaissent, un peu plus comment ? Bonjour. Voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi je fais de la planche à voile, je suis intéressé par tous les sports nautiques.
je maintiens un site qui est un peu le Strava de la planche à voile, où je fais de l'analyse de traces GPS, où Copilot m'aide beaucoup. Et je me suis dit, comme je suis à La Rochelle, je vais faire un petit site pour analyser et afficher les horaires des marées. Besoin tout bête. Je vais prendre cette URL. Vous voyez, il y a les horaires des marées. Je vais aller dans mon terminal et je vais créer un nouveau répertoire. MKDIR. MKDIR. Ça commence mal. Dès que j'ai plus l'assistant, je suis perdu. Et je vais partir dans VS Code. Alors, il y a plusieurs façons de travailler avec l'IA, dans les éditeurs, dans votre ligne de commande, dans JetBrains ou directement sur GitHub. J'ai choisi d'utiliser VS Code parce que c'est là où on va avoir le plus d'options pour contrôler le contexte et aussi vous montrer les fonctionnalités qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs façons de travailler avec le code. Et il faut oublier un Copilot ou les IA pour le code, c'est de la complétion. C'est fini, ça, la complétion, ça marche, on sait que ça fonctionne. On est vraiment passé à un autre niveau. Si vous regardez la façon dont fonctionne GitHub Copilot, et dans les IDE, vous allez retrouver un peu la même chose, c'est que généralement, vous allez avoir plusieurs façons d'interagir avec le modèle. Le mode Ask, ça va être je pose une question, parce que je me pose des questions, quel framework utiliser, vraiment l'équivalent d'un ChatGPT, d'un Claude ou d'un Gemini en ligne, où vous allez poser la question. Mais le but, c'est de ne pas sortir de son IDE. Chaque fois qu'on sort un peu de l'IDE, on perd un peu de temps. Le mode agent, ça correspond, alors je n'ai pas vu ta démo complète, mais l'idée, c'est de poser une question. Le prompt va être interprété pour savoir quelle tâche j'ai à faire et exécuter ces tâches. Et en fonction de ce que vous aimez, vous choisissez le modèle. Vous pouvez même plugger le modèle sur différents modèles locaux ou pas, en fonction de vos contraintes, en fonction de ce que vous aimez, en fonction des accès que vous avez. Moi, je vais utiliser GPT-4.1 par défaut et je vais lui dire, peux-tu me créer un site web qui affiche les horaires de marée et extrait les données de cette page pour la créer. Affiche données sur le mois avec heure, niveau, coefficient, basse, haute mer. En fait, ce qui est magique avec aussi le fait qu'on parle en langage naturel, les typos, les gros doigts, on peut même coder. Contrairement à avant, maintenant, on peut coder avec des moufles. Ah oui, j'ai pas mis le lien. J'ai oublié le principal, pour la créer. Extrait les données de cette page pour la créer. Hop, voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, les agents, les modes agents, les outils vont analyser le prompt, deviner ce qu'on doit faire, essayer de résumer ce qui doit être fait. Et là, il me pose la question, qu'est-ce que je veux? Juste une page HTML. On va interagir. S'il a besoin d'informations, il le demande. En fait, je peux récupérer. Je commence par créer le fichier. Donc là, il est en train de travailler. Je vais réduire un peu juste pour voir ce qui se passe. Donc là, il m'écrit le code. On a dit qu'on ne regardait pas le code. Je le laisse travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal. Je vais démarrer un serveur pour voir où il en est. Donc là, il est en train de travailler, d'accord? Et pour l'instant, il a créé que ce design-là. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il continue. Ah tiens, il n'a pas été capable de... Non, c'est... Ouais, en fait, dans ce cas-là, je vais lui dire, peux-tu extraire cette page? Alors là, je vais tricher un petit peu, je sais que je peux faire un fetch. Et utiliser je pense qu'il essaye d'appeler comme une API. On va voir, hein. C'est l'effet démo. Alors, c'est intéressant ce qui arrive là, c'est-à-dire que, alors je vous expliquerai à quoi correspond cette page dans une seconde. C'est pas parce que ça ne marche pas, entre guillemets, que ça bug. C'est juste qu'il n'a pas bien compris, il n'a pas assez d'informations. Il faut réessayer. D'un autre côté, si vous réessayez 10 fois avec la même question, il y a de grandes chances
qui donne 10 fois la même réponse qui ne va pas vous satisfaire. Donc si ça ne marche pas, il faut soit poser la question un petit peu différemment, soit donner un peu plus d'un contexte, et ça je reviendrai. Le contexte, c'est ce qu'on va permettre de donner au modèle pour avoir le plus d'informations possible. C'est presque plus important que la puissance du modèle en lui-même. Comprendre ce qu'il va consommer comme information. Donc là, normalement, voilà, il a été capable d'aller chercher les données, donc maintenant il m'a fait mon site. C'est pas mal. Imaginez que vous êtes en phase de prototype, en démo avec votre équipe marketing. Ben voilà, on est dans ce mode-là. On pourrait presque, et ça je n'ai pas fait, prendre du Figma, lui dire transforme ça en page HTML. C'est pas ce que j'ai envie de faire pour le moment. Et d'ailleurs, quand je m'amuse à faire ça, alors je ne vous dis pas que je vais bosser comme ça tous les jours. Quand je m'amuse à faire ça au début pour décrire les fonctionnalités, ou quand je veux montrer ça dans une démo, je vais ouvrir Copilot différemment. Je vais lui dire, est-ce que tu peux m'ouvrir ça dans une page différente? Est-ce que tu peux le bloquer? Va ici, et je vais lui dire, tu refaire le style de la page en mode jeu vidéo 16 bits et faire une pagination sur 3 jours et agréger les jours, les marées par jour. Et vous voyez, en fait, là, je réfléchis quasiment pas quand je code, entre guillemets. Donc ça va donner une idée assez rapide. Alors là, je ne lui ai pas demandé de me faire un site particulier avec des technos particuliers. J'ai une approche différente que là, j'ai décidé de faire une page HTML qui va donner une idée. Ça peut être intéressant. Par contre, on a vu qu'il a été capable d'aller chercher les données et les extraire au format JSON. Alors on fait du vibe coding, on ne regarde pas le code dans ce cas-là, mais si vous regardez, il a été capable d'aller chercher les données sur la page web et les extraire. On va regarder le premier à 5h05, il y avait la basse mère. On va regarder si c'est bon sur la vraie page. Le premier à 5h05, il y avait la basse mère. Il a compris. Il n'y a pas un moment où je lui ai dit tu vas chercher dans telle colonne. Il y a un côté un peu magique. Et ce qui est bien, c'est que si vous appelez l'API Google, avec Gemini pour extraire ces données-là avec une simple, vous créez une API JSON très facilement avec un langage naturel. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez intégrer dans vos applications. Donc si je retourne sur ma page web, on a le mode et on a la pagination. Moi, ça, je sais, alors, sans parler de code, ça, je ne sais pas le faire. Je ne chercherai même pas à le faire parce que je ne m'en sortirai pas. Donc on pourrait continuer comme ça sur plein de choses. Et j'utilise énormément le vibe coding pour tout ce qui est shell script et Python. Des technologies. Alors, j'ai mis 30 ans pour essayer d'apprendre les quelques commandes Linux. Je sais que je ne vais jamais les apprendre et ce n'est pas grave, j'en ai pas besoin. Parce que je vais écrire en quelques minutes un script comme ça que je vais pouvoir mettre en place quand j'ai besoin. Donc je pourrais continuer sur plusieurs choses. Parmi les choses qui sont intéressantes, et souvent on me demande pourquoi utiliser quelque chose comme Copilot plutôt qu'un Claude dans un desktop ou plutôt que la ligne de les CLI. Une CLI va arriver autour de GitHub Copilot. Moi, ce que j'aime quand je suis dans mon IDE, ça va être ça. C'est que je vais lui dire, est-ce que tu peux aller chercher la page sur laquelle tu es? Donc je ne vais plus avoir besoin de switcher d'écran. Hop, je vais faire va chercher le browser, je vais prendre cet élément-là, je vais lui dire l'élément, il fait partie de mon contexte. Donc en un clic, j'ai choisi et je vais lui dire BG en vert. Alors, je ne sais pas si là, il va comprendre parce que j'ai peut-être été un peu trop fort dans la partie. Donc là, il va me demander, il va m'écrire une feuille CSS. Mais vous voyez, il y a toute une partie où on vient s'intégrer vraiment dans l'environnement. C'est pour les daltoniens, c'est du vert, c'est du vert. Mais vous voyez, sur le principe, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être faites comme ça. Alors, si j'ai besoin de corriger, je vais corriger. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je vais pouvoir garder mes fichiers. Et sinon, je vais avoir aussi l'historique des commandes, l'historique de toutes les requêtes que je vais avoir. Alors, je vais faire un keep. On garde, en fait, une partie de requêtes. Un truc très important avec Copilot, je ne connais pas pour les outils différents des autres éditeurs de logiciels. Quand on travaille avec GitHub Copilot, on ne garde ni les prompts, ni les suggestions. C'est-à-dire que ce que vous nous envoyez, c'est ni garder
ni gardé historiquement. Donc ça veut dire qu'on n'entraîne pas les modèles sur ce que vous nous envoyez, ni sur ce qui a été généré. Ce petit raccourci, cet historique, il est local à l'environnement, il est dans VS Code. Donc là, on a travaillé avec une petite base très très simple. Je vous invite à commencer comme ça, avec la techno que vous aimez, avec un script, vous avez un problème à résoudre. Et comme je vous le disais, moi j'utilise énormément ça, notamment sur tout ce qui est orienté shell script et compagnie. Si on part un peu plus loin, on va partir sur du structuré, un peu plus structuré, parce que là, vous avez vu, il choisit vraiment ce qu'il a à faire. Et quand je vais relancer la commande, je ne vais pas avoir le même résultat. C'est-à-dire que j'ai fait 4 ou 5 fois plus ou moins le même prompt, je n'ai jamais eu le même résultat. Ce n'est pas grave quand on est dans ce mode-là. D'ailleurs, ça peut être intéressant parce que ça peut donner des idées. Quand on est dans un contexte d'entreprise, on va avoir un framework, on va avoir des outils qu'on va choisir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aller vite. Rappelez-vous que vous pouvez acheter à rajouter des images ou des choses comme ça. D'ailleurs, on va essayer. Tiens, en parallèle, pendant que je passe à l'étape suivante, je vais le faire en live, ça. Alors le truc avec Copilot, moi, c'est que je me permets de faire du live complètement. Et si ça ne marche pas, je dis c'est pas grave. Donc j'ai une image ici, je m'étais amusé à prendre pour vous voyez, j'ai un graphe ici de marée, qui vient d'un autre site web. Je vais lui dire, hop, peux-tu me créer une autre page pour afficher les marées sous forme de chart comme l'image attachée. À éviter de jouer les Jean-Claude Van Damme, là, comme je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va le laisser travailler, on va voir ce qu'il va nous faire. Si je pars sur l'étape suivante, qui est essayer de professionnaliser un petit peu plus, d'avoir un peu plus de contexte, petit récapitulatif pour essayer d'améliorer. Vous allez apprendre à travailler avec l'outil, vous allez vous familiariser avec un modèle en particulier. Guillaume ayant l'habitude de travailler avec Gemini, peut-être que quand il va travailler avec Copilot, il va plutôt travailler avec le modèle Gemini parce qu'il sait comment l'interroger. Moi, je travaille plus avec GPT-4.1 et Claude Sonnet parce que c'est une habitude. La façon dont on va prompter va avoir un impact. Faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire essayer dans la mesure du possible de choisir un framework, de dire quel framework vous utilisez. Et il ne faut pas hésiter à itérer, tester, etc. C'est le point vraiment important, aller vite autour de ça. Par contre, le code que je crée là, le but, c'est pas de le mettre en prod. Je ne vous ai pas vendu ça comme c'est le code qu'on va mettre en prod. Vous pouvez, hein, mais ce n'est pas moi qui vous l'ai demandé. On va partir sur quelque chose qui va être un peu plus structuré là. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre des garde-fous un peu partout. Généralement, quand vous démarrez en tant que développeur sur un projet, ou quand vous démarrez un nouveau projet, ou quand vous arrivez sur un projet, on va vous donner des bonnes pratiques. On va dire des bonnes pratiques à un contexte. On est sur du Spring, dans telle version, on utilise Java de telle version sur le back-end, voilà le framework qu'on utilise pour les bases de données, voilà le framework qu'on utilise en front. Ça, on vous le donne. L'IA, si vous partez de zéro, elle ne peut pas savoir. Si vous êtes sur un projet existant, à la rigueur, elle va prendre le temps d'analyser le code pour le trouver. Donc l'idée, là, c'est d'essayer de faire ce travail-là de préparation du travail en structurant le projet autour de l'IA pour l'IA. En fait, c'est votre connaissance que vous avez soit dans votre esprit, soit dans la documentation sur les 32 wikis, les 5 pages, etc., où vous n'avez jamais où chercher, parce qu'à la fin, de toute façon, vous attendez la première code review pour qu'on vous dise « fallait pas faire comme ça ». Mais l'idée, c'est d'essayer d'influencer ça. Alors moi, je vais refaire plus ou moins le même projet, mais cette fois, alors on va regarder ce qu'il a fait en chart avant. Hop, on rafraîchit. Il n'a rien fait pour le chart. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Arraychart.html. Je vais tricher un peu, je vais aller la voir directement comme ça. Arraychart.html. Voilà. C'est pas mal. Ne me demandez pas ce qu'il a utilisé. On a dit qu'on ne regardait pas le code. Ça se trouve, ça n'existe pas. Donc, je vais passer sur un autre projet. Je vais démarrer pareil sur cette partie-là. Je vais lui dire mkdir démo 02, code démo 02. Et là, en fait, je vais commencer un peu différemment.
je vais lui dire de me créer un nouveau projet, mais comme j'ai une petite idée de ce que je veux, je vais lui dire « Can you create a new Next.js on child CN project to get the time on 8 and coef from ». Et là, je vais lui reprendre l'URL. Alors, pourquoi j'écris en anglais? C'est que j'ai plus l'habitude de travailler en anglais. Vous avez vu, je l'ai fait en français, la première démo, ça a marché. From this URL. Ah. Extract the data in a local API in TS. Donc là, je lui donne quelques informations, je lui dis de commencer à travailler. Donc je fais un peu la même chose. La différence, c'est que j'ai donné des informations sur le contexte. Il me demande est-ce que je veux essayer, est-ce que tu veux créer dans un new folder ou dans la route. Donc il pose des questions qui sont assez intelligentes. Ce qui est intéressant, c'est que là je m'aperçois, oh ben non, ça utilise GPT, j'aimerais bien faire autre chose. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de modèle. Comme il y a Guillaume, je vais prendre Gemini. Et je vais lui dire, bah tiens, ce que je voudrais, c'est que tu réessayes avec ce modèle-là. Donc il va reprendre le prompt et il va probablement me répondre un petit peu différemment. Et là, il me demande, il me propose de lancer la ligne commande. Et là, quand je fais ça, il va ouvrir le terminal et il va lancer la commande. Dans VS Code, vous pouvez lui dire, par défaut, j'accepte que tu exécutes ces commandes automatiquement. Pour ma part, je ne le fais pas. Parce que, d'une part, comme des fois je ne passe pas assez de temps à bien prompter, il pourrait faire une bêtise sans que je réalise. Donc je vais plutôt choisir à la main ce que je veux faire. Donc là, vous voyez... Alors par contre, ce qui est intéressant dans les modes agents aujourd'hui, il a généré un répertoire, vous voyez? Parce que là, Gemini ne m'a pas proposé d'utiliser la route ou pas. Donc il a créé un répertoire, il a analysé le résultat de ça et il sait qu'il faut aller dans le répertoire pour exécuter l'installation de ChatCM. Et en fait, le mode agent dans les outils vont passer leur temps à lire le résultat de la commande précédente. Exactement comme vous le feriez en tant qu'humain. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il fait la même chose que vous, il a la même façon de penser que vous, il n'a pas la même expérience, mais il a une base de connaissances qui est infinie par rapport à la vôtre. Donc c'est là on va lui guider, on va le guider vers ce qu'on veut. Et là d'ailleurs c'est intéressant, vous voyez ce qui s'est passé? Il a utilisé le mauvais package, mais par contre, il a eu la réponse, attention, c'est déprécié. Donc il dit, bah, c'est pas grave, je vais le faire. Et il va normalement appliquer. Alors là, il se perd un peu dans ses lectures de trucs. Alors au bout d'un moment, il ne faut pas hésiter à reprendre la main. Là, il est parti. Donc je vais lui dire, hop, c'est bon. Je vais le faire à la main ici. Je suis dans le bon package. Là, c'est l'autre. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'IA, moi? C'est que même un copier-coller, j'y arrive pas. Donc, l'idée, en fait, c'est que... Ouais, mais... Non, mais en fait, moi, je fais exactement pareil. C'est j'essaye, j'ai l'erreur, je relis l'erreur. Ce qui va se passer maintenant, donc il a créé le répertoire. Je vais lui dire, OK. On va voir s'il comprend ma demande. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'il continue à faire cette partie-là pour voir s'il y arrive. Voilà, donc là, il commence à appeler. Il a appelé les données. Il fait une API qui s'appelle Tide. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir une grosse différence entre les modèles que vous utilisez sur la qualité, ou en tout cas sur l'attente du code que vous allez avoir. C'est là où, par exemple, moi, je passe beaucoup de temps sur Claude. Le modèle Claude va être capable de générer... Alors, GPT-4.1 a bien progressé, GPT-5 semble mieux, mais je n'ai pas encore beaucoup eu le temps de l'utiliser. Il n'y a pas de modèle miracle qui est capable de tout faire tout le temps très bien, c'est vraiment en fonction et à tester. Parce que typiquement, quand je fais cette demande-là avec Claude va me définir les schémas. Il va commencer par définir les schémas. Alors après, je pourrais lui dire maintenant, hey Guillaume, fais-moi les schémas. Ah non, pardon, hey Gemini, fais-moi les schémas. Donc, en fait, vous allez travailler, il va travailler pour vous.
Ce qui se passe, c'est que là, typiquement, il faudrait que je mette au moins sur les add components de ShadCN, tu pourrais utiliser. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous les fichiers qui sont générés, vous voyez, il vous met un diff, c'est sauvé, donc on va exécuter, c'est ceux-là qui vont être exécutés. Vous pouvez accepter fichier par fichier, vous pouvez accepter section par section, et surtout, vous pouvez modifier. Donc là, vous travaillez vraiment comme si c'était votre code, vous n'avez pas encore besoin de comité, vous avez une première itération sur le code. Donc là, je lui ai donné des instructions pour travailler d'une façon un peu particulière. Donc si on part là, on va le laisser un petit peu travailler. Et je vais vous montrer en parallèle, pour une question de temps, parce que logiquement, il faudrait que j'attende, mais ça prend du temps, c'est qu'on va créer des fichiers particuliers pour orienter le comportement de Copilot. Alors, vous avez, selon les frameworks, des agent.md, gemini.md, claude.md, copilotinstruction.md. Donc, vous allez créer des fichiers qui vont contrôler le comportement et ce que vous voulez que l'IA fasse. Ce qu'on a fait chez GitHub, on a créé un répertoire, un repo qui s'appelle Awesome Copilot, sur lequel vous avez plusieurs choses. Alors, vous avez la doc ici, des prompts, des instructions, des chat modes. Le prompt, ça va être spécialisé un prompt pour une donnée particulière. Je l'utiliserai dans la dernière démo. Les instructions, c'est contrôler un comportement. Donc, si je vais dessus, vous allez voir, par exemple, là, je fais du rest, du next. Mais vous voyez, en fait, il y a un fichier qui a été fait pour Angular. Donc, c'est un projet open source. Vous pouvez, prendre, contribuer. Donc, il va dire, pour tout ce qui est fichier de ce type-là, dans mon contexte de projet Copilot, tu vas utiliser ces règles. Et on peut enrichir. Moi, quand je fais du Quarkus, j'en avais créé pour Quarkus. Quand je fais du Quarkus, voilà ce que j'ai défini. Tu utilises tel type de service pour la base de données. Donc là, on va forcer, entre guillemets, et influencer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est s'il a terminé. Alors, je vais pas terminer là volontairement. Je vais garder dans cet état-là pour gagner un petit peu de temps. Ce que je voudrais maintenant, c'est que comme j'ai créé du code, je voudrais créer ce fichier d'instruction. Donc j'ai accepté. Ce que je vais faire ici, je clique ici, je fais générer les instructions. Il va me créer le fichier d'instruction global par rapport au code que j'ai. Mais également, si vous utilisez d'autres outils, il va regarder dans le répertoire si vous avez du Claude, du Agent, du Gemini. Alors ces trucs-là, ça change tout le temps. D'accord ? Il y a quelques mois, OpenAI a sorti Agent. Claude, pareil, ça fait un peu plus longtemps. Comment ça s'appelle sur Gemini, mais il n'est pas là, donc on va le rajouter. L'idée, c'est de regarder ce que vous avez déjà mis comme règle pour créer un fichier qui vient se rajouter ici. Et si on regarde le contenu, comme il s'appuie sur le code existant, il va dire voilà où sont mes sources. L'idée de ça, c'est d'éviter que l'agent, à chaque fois qu'il ait besoin de faire quelque chose, s'amuse à lire tous les répertoires. Et donc, imaginez, vous êtes sur un gros système microservice monorepo. Donc, vous avez plein de sous-répertoires, etc. Vous créez des fichiers d'instruction qui disent quand tu vas accéder à la base de données, ça sera à cet endroit-là et on utilise tel framework. Le modèle, Copilot, va être capable d'analyser et d'aller chercher, mais à chaque fois, il va perdre du temps. Là, on le contrôle dans son comportement. Et on peut créer des instructions particulières à chaque fois pour chaque sous-fichier. Donc, c'est un petit peu comme ça. Moi, je vais vous montrer quelque chose qui va être la transition vers la partie spec. On a la possibilité, de la même façon, de travailler. Donc, si j'ouvre Copilot, vous avez des instructions, des tools, des modèles et des MCP serveurs. Je reviendrai sur MCP à la fin. On va quand même essayer de lancer le programme. Ça serait quand même bien de voir ce qu'il a fait. Hop. Alors, je ne l'ai pas laissé aller jusqu'au bout, donc je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on va regarder. S'il a fait quelque chose de potable, on va écrire quelque chose ensemble. Ce n'est pas super sexy. Je le ferai sur une autre page. Ce qui va se passer, en fait, c'est que quand je vais travailler sur un projet, je vais enrichir avec des instructions, je vais enrichir avec des prompts. Pour ma part, je vais tuer ça. Alors, Copilot fonctionne également dans JetBrains. Vous avez la partie chat, si vous voulez. Vous avez la partie complétion. La raison pour laquelle j'utilise souvent, même quand je fais du Java, VS Code et JetBrains, c'est qu'il y a beaucoup plus de raccourcis dans VS Code.
Donc en fait, quand j'ai besoin de faire les deux, je vais simplement lui dire tu utilises VS Code. Je ne sais pas coder en Java dans VS Code, mais je passe mon temps à passer de l'un à l'autre comme ça quand il y a besoin. Si je veux faire une demande plus complexe à l'IA. Après, il y a des gens que ça bloque. Moi, je préfère faire ça plutôt que d'essayer de tweaker l'IA dans IntelliJ. Alors, ce que je voulais faire là, c'était juste démarrer mon serveur Quarkus pour avoir accès à mes données. Hop. Et pour vous montrer l'application front, je suis en train de réécrire mon application justement en Next et en ChatCN, l'application de planche à voile. Hop, est-ce que je l'ai ici? Non. Donc je vais l'ouvrir. Reader front. Et là, je vais vous montrer d'une part les prompts que j'ai créés. Donc j'ai des instructions, comme je vous l'ai montré, en disant ici, j'ai un fichier, voilà où est mon front, voilà où est mon back. Quand je vais demander, par exemple, à GitHub Copilot, est-ce que tu peux m'écrire une API, un client REST pour cette API? Il va aller voir dans le repo back, lire le code Java, regarder la signature pour m'implémenter ce qui va bien côté client. Les coding guidelines, les composants que je vais utiliser, où est-ce qu'ils sont. Donc ça, c'est générique. On peut avoir des instructions après qui vont être spécifiques quand j'écris du TypeScript, quand j'écris des tests, quand j'écris du SQL. Vous allez pouvoir créer des fichiers en fonction du type de fichier, ça va s'appliquer automatiquement. Et en fait, ce qui se passe à chaque fois qu'on va poser une question, si là, je lui demande documente-moi le modèle, allez hop, on va faire avec Grok. Vous voyez ici, il utilise les instructions par défaut. Il va les mettre dans le prompt à chaque fois. Dans mon cas, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est, si ça marche, voilà. Vous voyez, j'ai un catalogue de matériel de planche à voile. Donc ça va accéder à mon API back. C'est du Quarkus Test Container Postgres en back, du Next en front. Et j'ai la possibilité de changer de langue. Je veux rajouter une nouvelle langue. Vous devez le faire. C'est un peu chiant. C'est répétitif. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de tâches comme ça quand vous faites du code. Rajouter des colonnes dans une table, exposer une nouvelle table. Si vous avez des feature flags, les activer, les désactiver, une fois qu'ils sont validés, les enlever complètement de votre code base. Tout ça, ça vous prend du temps de cerveau qui n'a aucune valeur. Il faut le faire, mais ça n'a aucune valeur. Typiquement, là, ce que j'aimerais, c'est que l'IA le fasse pour moi. Faute de temps, je ne vais pas le faire en local, parce que généralement, je démarre d'abord dans VS Code et après, je vous montre l'histoire globale. Ce que je vais faire là, c'est que je vais annuler les modifications. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, bon, je vais laisser, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ah si, il écrit de la doc. Il écrit de la Java doc, c'est très bien, undo. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai connecté mon VS Code à GitHub et à ma base de données, mais je ne vous montrerai pas la base de données pour le moment, à GitHub. C'est-à-dire qu'il peut interagir avec plein d'outils, créer des branches, créer des issues, faire une pull request directement à partir du LLM. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas rentrer dans trop de détails autour du MCP, parce qu'il y a des présentations, vous en avez probablement déjà eu, et vous allez en avoir, mais c'est vraiment le connecteur universel vers des agents, vers des outils. Là, ce que je vais lui demander, alors je ferme tout pour avoir un contexte le plus propre possible, et je vais lui dire, comme j'ai fait un prompt, quand je fais un prompt, regardez comment ça fonctionne, je rajoute un prompt, et je vais l'appeler, je vais l'appeler Guillaume. Quand j'ai créé un prompt, il est disponible ici. Ça devient un outil qui est disponible directement. Donc j'ai créé ça pour l'internationalisation. Donc j'ai fait un mode agent pour l'internationalisation. Je vais lui dire, I18N, peux-tu... Alors on va le faire en anglais, je vais reproduire ce que j'ai fait. Je vais refaire avec ça parce que j'ai plus l'habitude de celui-là. Can you create a new issue in GitHub to add Italian and assign this issue to Copilot. En fait, je lui dis, crée-moi une issue dans mon repo et commence à bosser dessus. Et vous voyez, il y a un petit bouton ici, là, qui s'appelle pareil. Donc là,
On appelle un MCP serveur, on appelle un outil tiers, on appelle un outil qui peut toucher à des données qui sont confidentielles, donc par défaut, confidentielles, qu'il faut contrôler. Par défaut, vous allez choisir ou pas est-ce que j'autorise l'outil à tourner. Là, je vais lui dire, dans ce projet, je fais confiance, je veux toujours que tu l'utilises. Donc, il s'authentifie avec mon compte. Et là, il va créer l'issue. J'aurais pu le faire directement avec ce petit bouton qui est affecté ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à Copilot cet issue. Et si je vais sur mon projet, je vais voir l'issue. Il a créé l'issue. Par rapport à mon prompt, tiens, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave, il a commencé à bosser. Copilot prend la main et commence à travailler sur l'issue. Il crée une branche de dev, il met une pull request en work in progress en draft mode et il travaille. Alors comme ça dure un petit peu de temps, je vais vous montrer le résultat d'une pull request pour le portugais. Il m'a documenté toutes les étapes qu'il a effectuées. Alors je lui ai donné de l'information, je lui ai donné des instructions, je lui ai donné un prompt. Il va me faire avec Playwright et un navigateur interne faire les captures d'écran s'il y a besoin. Si j'ai besoin de réinteragir avec lui, je lui ai dit est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ci. Et c'est une branche normale, donc je peux la prendre en main. Donc imaginez toutes les tâches un peu de nettoyage, de correction, de petits bugs, faites-le comme ça maintenant. Vous pouvez vous concentrer. Quand j'ai des tâches à faire sur mon projet, à écrire des scripts pour nettoyer les bases de données, c'est comme ça que je le fais, parce que ma base de données est vraiment pas propre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous avez accès à Copilot, vous faites ça. On pourrait le faire un peu différemment, c'est que vous êtes dans Copilot sur github.com, vous ouvrez Copilot ici, et je vais lui dire, peux-tu me créer une nouvelle PR pour de la doc technique en MD dans /doc tech avec MD plus mermaid pour UML. Alors je parle comme je peux. Et voilà, donc là il va me créer la pull request dans le projet, il va commencer à travailler. Je vais juste vérifier, voilà, est-ce que quand diagramme, parfait, il me dit ce qu'il veut faire. Titre, diagramme UML, doc UML type, titre PR démo doc. Ouais, en fait, tu peux lui dire, parce qu'en fait, après, en plus, tu peux lui faire. Alors, toutes les pull requests, vous pouvez écrire les résumés avec de l'IA, vous pouvez écrire vos revues de code avec de l'IA. Donc là, il va créer la pull request, il va travailler. C'est super impressionnant, la doc, quand c'est écrit comme ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose. S'il y a quelqu'un de sceptique dans la salle, à propos de ça, ce que vous faites, est-ce que je l'ai toujours? Je ne suis pas sûr. Si je l'ai toujours, je vais vous montrer quelque chose. Avant la dernière démo. Hop. Je travaillais avec une banque qui me demandait, on a un besoin qui est de bosser avec le marketing pour montrer comment l'IA peut aider. Alors ça date, vous voyez, ça date d'il y a 5 mois. Donc depuis, ça a évolué. J'ai dit, je simule quelqu'un qui est dans une réunion avec l'équipe marketing pour faire une application bancaire pour la génération Y. Alors, le code est public, donc vous pourrez faire le test si vous voulez. Il m'écrit la doc technique. Il m'écrit la base de schéma parce que je lui ai demandé quel schéma je pourrais avoir. Après, je lui ai demandé de faire de l'écriture plus complexe avec de UI, des schémas, des choses comme ça. Donc vous allez avoir toute une partie sur la partie sécurité. J'ai également, et c'est ce que je vais faire là, sur la dernière démo, il m'a fait également mon plan pour écrire. C'est-à-dire qu'il m'a écrit les épiques, il m'a écrit la partie... Alors, il faut les relire, d'accord? Mais maintenant, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que sur du code. C'est-à-dire que si vous écrivez vos specs dans un document Word ou dans un Google Doc, vous serez plus rapide à le faire par là. Et là, justement, je vais vous passer sur quelque chose qui commence à apparaître, qui est le spec-driven development. Alors c'est censé être ce qu'on fait tous les jours. On est censé avoir une spec
documenter et implémenter. La plupart du temps, on ne fait pas ça, on code et on dit « Ah, c'est pas ce qu'on voulait, bon, tant pis, tu refais ». Et là, alors ça, c'est un petit projet open source pour l'instant qui est parti, et vous pouvez le tester, hein, c'est un petit script en Python, et on va partir ensemble là-dessus. Donc, on va lui créer un projet. Hop. Je repars sur mkdir cd, hop, mkdir démo 003, démo 003, hop. Oh, zut. Et là, je vais lancer le script et je vais lui init marée. Donc là, il va me demander quel outil je veux utiliser, parce qu'en fait, cette approche, elle est indépendante des outils de développement que vous voulez. Donc soit du Claude, soit du Gemini. Donc je vais prendre Copilot. Et là, il m'a créé un petit projet. Et je vais simplement aller dans cette partie-là. Et si on regarde ce qu'il a créé, et c'est là où on va penser vraiment différemment sur la façon dont on travaille maintenant, il m'a créé des scripts très spécialisés. La constitution, ça va être les règles immutables que vous allez mettre dans votre projet. Systématiquement, dès que tu écris un nouvel écran, je veux que tu génères de la doc. Quand tu vas faire cette partie-là, je veux que tu écrives un test dans Playwright, etc., etc. Et tu vas avoir des templates pour les specs, le plan, le test. Alors, moi, les tâches. Ce que je vais faire, c'est comme ça dure un certain temps, je vais juste vous montrer le résultat, qui est ici. Et je vais vous montrer deux choses. Ce qui a été généré, c'est ça. C'est-à-dire qu'il m'a écrit une spec par rapport à une demande que j'ai faite, qui est, est-ce que tu peux prendre... Donc, il m'a écrit toute la spec en me décrivant ce que je veux faire, ce qui est optionnel, ce qui n'est pas optionnel. Ensuite, je lui ai dit, si on regarde mon historique de projet, hop, ça a démarré ici. Donc, je lui ai dit, écris-moi la spec en faisant ça. Ensuite, je lui ai demandé quelque part, fais-moi le plan. Il a fait le plan. Et c'est là où le plan est important pour nous, pour comprendre comment il va l'implémenter. Donc le data model, le plan, etc. Je vais juste prendre le résultat, npm run dev. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Quand vous êtes idiot comme moi, vous faites ça, vous arrivez ici, vous demandez à Copilot. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Et sauf que j'ai même ça, j'ai merdouillé. Donc... Oh, c'est pas possible. Ouais, je sais pas. Je suis pas dans le bon répertoire, t'as rien. Hop, npm run dev. J'espère que ça va passer. Et ce qui est intéressant, à un moment donné, si on regarde l'historique de mes prompts, je lui ai demandé, est-ce que tu peux créer une documentation en allant sur ce site web pour un utilisateur et tu fais des captures d'écran pour chaque étape que tu vas faire. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire la doc en français et en anglais? Donc le site web, il ressemble à ça. C'est-à-dire que ça a été généré qu'avec le prompt. Je suis capable de changer le format, les unités, afficher les types. Et ensuite, vous enrichissez en fonction de vos besoins. La doc qu'il a écrite, si on regarde la doc, alors, normalement, je l'ai publiée sur mon... je vais aller sur... Comme ça fait une page... ça fait une page plus propre, plus facile à lire ici. Si on regarde la doc que j'ai, je ne sais plus si c'est celle-là. Voilà. Donc, j'ai une page d'accueil en français, en anglais. Je vais voir le user guide. Souvenez-vous que je lui ai demandé, est-ce que tu peux utiliser Playwright pour faire les captures d'écran? Voilà la page d'accueil. Quand tu cliques sur le bouton là, ça va changer ça. Quand tu cliques, c'est magique. Et la façon dont ça a été fait, c'est tout bête. Je vais le faire comme si on redémarrait sur cette partie-là. Je démarre un nouveau chat. Je vais installer et j'arrête après. Hop. Je vais installer un serveur MCP. Je vais aller le chercher ici et je vais prendre Playwright. Hop.
Alors vous avez tous ces outils MCP, hein, vous savez que vous pouvez les utiliser dans la plupart des outils d'IA. Maintenant, vous les pluguez, vous allez avoir le même comportement. Et le prompt que j'ai fait, je vais le reprendre juste pour... hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va le laisser travailler. Mais en gros, je lui dis, écris-moi la doc en faisant des captures d'écran sur le serveur 3000. C'est le serveur 3003, mais c'est pas grave. Hop, je vais cancel. Parce que j'ai toujours l'autre site qui est extraordinaire qui a commencé. Et normalement, il va comprendre que... il va comprendre ce qu'il faut faire. Je suis désolé, j'ai déjà dépassé pour le temps. Je voulais vous montrer plein de choses, vous donner des idées. Faut vraiment essayer. Et si vous êtes sceptique, vous commencez par de la rétrodoc. Et après, vous êtes accro, c'est fini. La prochaine session commence dans 4 minutes. Donc, de toute façon, je suis là toute la journée. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à venir après.